BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, même en cette deuxième quinzaine de mois de juillet, nos experts crypto, le club BFM Crypto, jusqu'à quasi 17h sur BFM Business. Sébastien Goupillou, spécialiste du minage, cofondateur de Big Block Green Services. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur nos plateaux. Vous arrivez de la côte ouest de la France. Absolument. Voilà, du four alors. Vous venez du four, vous sortez tout juste du four. Oui, il fait chaud ici vous aussi. Vous êtes doré, il fait chaud ici aussi. Raphaël Bloch avec nous aussi. Bonjour Raphaël, ça va ? Ça va, très bien. Cofondateur de The Big Whale, rédacteur en chef aussi de ce nouveau média crypto, The Big Whale. Vincent Bois aussi nous accompagne. Bonjour Vincent. Bonjour. Analyse technique pour IG. Oh miracle Vincent, ce début de semaine, que voit-on ? Un Bitcoin qui remonte nettement au-dessus des 22 000 $, un Ether qui remonte quasiment à 1 500 $. Est-il en train de se passer quelque chose d'un point de vue technique intéressant sur les cryptos ? Alors effectivement, on revient au-delà des 22 000, encore une fois bloqué sous les 22 500. On en parlait la semaine dernière d'ailleurs de ce niveau qui avait créé un peu l'échec de ce rebond. On revient sur le même niveau à 22 500, mais là pour le moment, ça semble plutôt en faveur d'aller casser ce niveau, étant donné un peu l'aspect des marchés, la psychologie actuelle, le rebond sur les marchés traditionnels sur différentes informations, pourrait permettre actuellement de casser cette fois-ci, à la différence de la précédente, ce niveau technique des 22 500 et pourquoi pas, si le rebond se poursuit un peu, d'aller chercher les 25 000. C'est le niveau suivant qu'il faudra aller chercher sur le Bitcoin. Malgré tout cela, attention tout de même à ce rebond qui pourrait être de court terme, même de permettre d'atteindre ces niveaux, mais attention au retour des risques qui, eux, sont toujours présents et qui n'amènent pas à une probabilité de rebond à moyen terme. On parle là de Bitcoin, du côté d'Ether. En plus, on a une idée de plus en plus précise de la date du merge sur Ethereum. Bref, est-ce que vous voyez un impact particulier de voilà cette date qui semble vouloir se préciser et un potentiel technique nouveau se dessiner sur Ether ? Alors sur Ether, il profite des mêmes facteurs et de la hausse du Bitcoin, des crypto-monnaies. Il y a effectivement The Merge, mais qui, pour le moment, ce n'est pas... Cela peut permettre de pousser le rebond de façon un peu plus importante, mais ce n'est pas ce qui va donner la direction. On reste sur l'enthousiasme, ou en tout cas l'optimisme des marchés traditionnels ou le Bitcoin et l'Ether, donc les crypto-monnaies. Pour le moment, il faut attendre justement cet engouement. Actuellement, c'est toujours technique au-delà de ce merge, c'est plutôt technique et on peut aller chercher en revanche au-delà de ces 1 420 $, l'ancien plus haut historique de l'ancien bull market, eh bien on peut aller chercher les 1 700, 1 730 $. On voit une accélération bien plus importante actuellement. Si le rebond se poursuit, permet au Bitcoin d'aller casser ces 22 500, l'Ether, lui, pourrait casser ou maintenir les 1 420 et aller chercher les 1 730 $. Voilà quelques repères d'un point de vue technique toujours, et on rappelle à ceux qui nous suivent que vos propos, votre analyse technique ne constituent en rien un conseil d'investissement et que ceux qui choisissent d'investir en crypto doivent le faire avec l'argent vraiment qu'ils sont prêts à perdre. On est sur des actifs toujours très très volatiles. Mais si on regarde au-delà du Bitcoin et de l'Ether, est-ce que vous voyez une ou deux autres cryptos susceptibles d'envoyer des signaux techniques intéressants, Vincent ? Alors pour le moment, il faut profiter d'un peu de tout ce rebond puisque les altcoins en général ont un rebond plus important. On le voit d'ailleurs avec l'Ether par rapport au Bitcoin, mais toute la sphère finalement des cryptos pourrait en profiter. En revanche, donner un nom ou un autre, il y a quand même à surveiller beaucoup de valeurs, certaines qui peuvent avoir certains soucis que l'on a vus. Donc actuellement, il faut plutôt surveiller tout le secteur sans aller pour autant sur des projets qui pourraient être un peu délicats, même si le rebond est important, il reste technique et donc se focaliser pourquoi pas sur le Bitcoin et l'Ether actuellement. Vincent Bois avec nous aujourd'hui, analyse technique pour IG. Merci Vincent. Bonne fin de journée. L'actu crypto du moment, elle reste forte et dense cette actualité, même si on est en train de s'enfoncer dans l'été. Raphaël, ce matin, le nouveau ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, a participé à l'ouverture du Crypto Forum organisé par l'ADAN, deuxième édition. C'était à Paris, vous y étiez d'ailleurs, vous aussi Raphaël. C'était sa première vraie prise de parole officielle au nouveau ministre délégué au numérique. Première vraie prise de parole officielle sur ce sujet des cryptos. Vous y étiez donc. Qu'a dit Jean-Noël Barrot ? Est-ce qu'il a annoncé des choses
spécifique ou importante. Ouais, alors au risque, Guillaume, de vous décevoir, non, il n'y a pas eu d'annonce fracassante. Ce qui est sûr, c'est que, vous vous souvenez, lors de la constitution du premier gouvernement, il n'y avait pas eu d'annonce concernant un secrétariat d'État au numérique, donc pour succéder à Cédric O. Bon, là, finalement, c'est un ministère délégué, donc avec un peu plus de poids dans le gouvernement, toujours rattaché à Bercy. Et effectivement, il y avait une forme de curiosité de savoir un petit peu ce que ce nouveau ministre... jeune, Jean-Noël Barrot a 39 ans, qui connaît bien les questions du numérique. Mais bon, sur les cryptos, on pouvait se demander ce qu'il allait dire. Donc ce matin, une prise de parole qui a duré à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pour donner un peu les grands axes de ce qu'il compte faire dans les mois et les années qui viennent au gouvernement. Si on devait retenir une ou deux, entre guillemets, annonces, parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de choses concrètes, c'est que il a envie de s'inscrire dans ce qui a été fait précédemment par le gouvernement, donc notamment par Cédric O, en accélérant parce que, on voit que le secteur prend de plus en plus de poids. La semaine dernière, à Choose France, donc ce grand raout organisé chaque année depuis maintenant 4 ans par Emmanuel Macron pour attirer les investisseurs étrangers, le chef de l'État a rappelé que le Web3 est une industrie qui comptait et sur laquelle il fallait miser. C'est ce qu'il a rappelé ce matin en expliquant que il y avait quelques milliers d'emplois à la clé, qu'il y a évidemment des choses à améliorer en France et en Europe on le sait, sur la régulation, sur la fiscalité. Donc c'était plus une manière de se faire connaître de l'écosystème, de montrer patte blanche en expliquant que le gouvernement était plutôt pro. En même temps, c'est toujours compliqué d'arriver devant une assemblée en expliquant que on est contre et on va vous mener la vie dure. La vie dure. Mais sinon, on n'y va pas. Dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que ça fait moins de 2 semaines qu'il est au gouvernement. Ça ne coûtait pas grand-chose de venir, mais en attendant, ça a été fait. C'est un bon signal, surtout au début d'une semaine aussi importante que celle-ci, parce que donc ce matin, et d'ailleurs jusqu'à ce soir, c'est le Crypto and Finance Forum, donc un événement important pour l'écosystème français. Et puis surtout, là, on va vivre cette semaine, donc Let's ici, la grande conférence annuelle de la communauté Ethereum, la deuxième plus grosse blockchain de la planète. La grand-messe des éthéristes, on les appelle comme ça. Ouais, alors après, on peut les appeler comme on veut. En tout cas, ce sont les développeurs et les membres de la communauté qui se réunissent à Paris pour 3 jours. Il y aura plein de choses, évidemment, à suivre. Nous, avec The Big Well, on va être présents sur tous les événements, partenaires officiels. Donc c'est toujours un bon signal de voir le ministre qui vient soutenir l'industrie, même si évidemment, et j'en ai parlé avec des membres tout à l'heure, ils attendent des faits et ils veulent voir ce qui va être justement fait concrètement dans les mois qui viennent. C'est ça, concrètement, Jean-Noël Barrot, donc en charge du numérique désormais au gouvernement, était présent ce matin. Il a chouchouter, dorloter la communauté crypto sans pour autant faire d'annonce précise. Qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que les acteurs crypto attendent de lui d'après vous ? Je regarde Sébastien qui fait partie Sébastien Goupillou, mineur, très Bitcoin. Il fait partie de cette communauté. Je pense, moi étant journaliste, je me mets évidemment à part parce que mon travail est de relater ce qui se passe et de raconter ce qui se passe dans l'écosystème. Donc c'est toujours compliqué de parler au nom de la communauté. Ce qui est sûr, c'est que pour en parler régulièrement avec elle, il y a une attente assez forte. Il y a à la fois des points, je pense, de déception parce que certains considèrent qu'on ne va pas assez vite, parce que c'est une industrie qui est mondiale et que donc on ne peut pas simplement raisonner à l'échelle de la France ou même de l'Europe. Parce que en Asie, même en Afrique, que Sébastien connaît bien, ou en Amérique du Sud et Amérique du Nord, il se passe pas mal de choses. Après, il y en a aussi certains qui soulignent et reconnaissent que des choses ont été faites. Alors sûrement pas assez, sur notamment la fiscalité, il y en a encore qui demandent que les choses aillent plus vite. Pourquoi ? Parce que vous avez des pays à nos frontières, je pense notamment au Portugal, qui offrent un cadre qui est beaucoup plus favorable. Mais là après, on rejoint finalement un autre sujet qui est celui de une harmonisation de la législation au moins à l'échelle européenne. Donc il y a un peu de frustration, beaucoup d'attentes. Je pense que c'est un gros défi pour la France parce qu'on sait qu'il y a de très belles entreprises, pas mal d'investisseurs. Il y a un écosystème qui est très riche. Maintenant, la question est de savoir d'où viendra la véritable étincelle, parce que même si s'est passé énormément de choses, la France n'est pas encore vue à l'échelle mondiale comme un pays leader. On reconnaît qu'il y a une industrie qui se développe bien, mais il n'y a pas que l'industrie.
il y a aussi les politiques, le cadre réglementaire qui est important. Donc voilà, il y a tout ça qu'on va suivre dans les mois qui viennent. En tant qu'acteur crypto, justement, spécialiste du minage, en l'occurrence Sébastien Gouspillou, qu'est-ce que vous attendez de votre nouveau ministre Jean-Noël Barrot, qui s'exprimait ce matin pour la première fois devant les acteurs crypto? Déjà, je tiens à noter que c'est un signal assez fort, que dès sa prise de fonction, il s'adresse à notre écosystème. Cédrico avait mis 5 ans, il avait attendu la fin de sa mandature du premier quinquennat pour s'adresser à Sisi, le patron de Binance. Donc là, Monsieur Barrot, lui, a décidé de s'adresser dès le début de son mandat de ministre, de ministre délégué. Donc ça aussi, c'est un signal assez fort. Le numérique a un ministre aujourd'hui, pas juste un secrétaire d'État. Donc dès le départ, il est venu s'adresser dans le cadre de ces journées-là, avec la DAN, donc c'est une organisation dont je suis membre. L'Association de défense des actifs numériques. Le développement des actifs numériques. Donc voilà, c'est un signal déjà suffisamment fort. Ça prouve qu'il s'intéresse à ce qu'on fait et qu'il ne reste pas étranger à notre écosystème. C'est pas mal. Bon, moi, ce que j'attends de lui, évidemment, c'est qu'ils arrivent à tordre le bras à l'écosystème bancaire. Et peut-être que, parce que encore une fois, nos confrères ont beaucoup de mal à ouvrir un compte en banque en France. Ah oui. Et donc, ce qu'on attend de lui, évidemment, c'est qu'il arrive à créer ce climat de confiance en venant nous voir comme ça et en s'affichant et en ayant un discours positif vis-à-vis des acteurs de la crypto. Donc la première étape, c'est d'aider les acteurs à pouvoir ouvrir un compte bancaire, tout simplement. Oui, et en termes réputationnels, son geste d'aujourd'hui a du sens. Les banquiers vont finir par comprendre que c'est pas un truc de voyou qu'on fait et que des ministres s'y intéressent, donnent de la crédibilité à notre écosystème. Donc pour moi, tout ça va dans le bon sens. Non, mais le banquier, il fait pas de morale. Le banquier, il veut juste que ce qu'il prête lui soit rendu avec un taux d'intérêt. Et il se demande donc s'il prête à des acteurs crypto, si ça lui sera rendu, puisque l'écosystème reste extrêmement volatile. C'est ça le raisonnement du banquier? Non, c'est pas juste ça. Non, c'est pas juste ça parce que nous, dans notre cas précis, par exemple, on n'a jamais emprunté d'argent en banque et on a la plupart des acteurs crypto n'ont aucune demande aux banques d'emprunt. Ils ont juste besoin qu'on leur ouvre un compte en banque. Donc la crainte du banquier n'est pas là, elle est réputationnelle. Et effectivement, tant que le gouvernement ne donne pas des signaux forts pour dire cet écosystème est digne, les banquiers ont facilité à dire cet écosystème n'est pas digne. Donc le coup de pouce des autorités, du gouvernement est important, bien sûr. Ouais, Raphaël. Non, pour rebondir sur ce que Sébastien vient de dire, ce qui est assez amusant et en même temps très fort symboliquement, c'est que la première table ronde, juste après donc le discours d'introduction du ministre, portait sur justement crypto et banque, la grande réconciliation. Évidemment, je ne trahis aucun secret en expliquant que les intervenants qui étaient de grande qualité sur scène ont évidemment souligné le fait qu'il est encore très compliqué d'ouvrir un compte en banque, même si en réalité, ouvrir un compte en banque reste compliqué, mais en général, ce qui va être plus dur, c'est finalement de le maintenir ouvert. C'est-à-dire que à partir du moment où votre activité se développe et que vous allez avoir des flux qui peuvent paraître suspects parce que liés aux cryptos, en général, on vous le ferme sans forcément vous donner le temps nécessaire pour vous retourner. Et effectivement, ça constitue aujourd'hui un obstacle majeur pour le développement de l'écosystème français. Bon, le compte en banque, donc, première étape. Il y a d'autres choses que vous attendez spécifiques du ministre pour que, Raphaël le disait, la France est vue comme un vivier utile pour l'écosystème crypto mondial, mais pas encore comme un pays crypto-friendly en termes de réglementation, d'image des cryptos même dans le pays, au cœur de l'État. Le compte n'y est pas. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les étapes qu'il faudrait franchir? Qu'est-ce que vous attendez de plus au-delà de l'ouverture du compte en banque? Raphaël le disait, en termes de fiscalité, on n'est pas les meilleurs du coin. C'est la même que sur les marchés actions, sur les cryptos. C'est la flat tax, quoi. C'est 30%. Oui, absolument, mais c'est pas du tout adapté à notre écosystème avec un actif qui est tout nouveau. On l'a déjà formulé dès 2018, notamment avec Jacques Favier. Il aurait fallu une fiscalité qui ressemblait à celle de l'or, et on n'y est pas. Donc, mais moi, le côté fiscal ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est vraiment le côté où on a effectivement des pouvoirs publics qui sont en capacité de dire cet écosystème est fait est sérieux, a de l'avenir. Et donc, c'est intéressant de regarder ça et de regarder ces acteurs-là comme des entrepreneurs normaux. Et on connaît sa feuille de route pour la suite à Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre délégué au numérique. On sait quelles sont les prochaines étapes par lesquelles il essaiera de faire avancer les choses. Alors, en réalité, concernant
concernant l'écosystème crypto, la feuille de route est davantage européenne que nationale. Évidemment que le gouvernement peut faire des choses à ce niveau-là, mais on sait que le sujet est déjà en fait passé à l'échelon supérieur, ce qui explique, pour répondre à Sébastien aussi, le fait que, indépendamment du fait que Cédrico, quand il était secrétaire d'État au numérique, finalement n'avait pas face à lui un écosystème aussi développé qu'aujourd'hui, mais surtout le sujet était déjà un peu parti au niveau de l'Union européenne, parce qu'on sait que l'un des gros sujets, c'est la régulation. À partir du moment où on aura un cadre harmonisé, justement sur tout ce qui est fiscalité, encadrement de tout l'écosystème crypto, que ce soit stablecoin, NFT, voilà, les choses seront plus claires. Donc en réalité, dans sa feuille de route, il l'a rappelé ce matin, c'est de faire en sorte, alors avec les moyens dont il dispose, et on verra ce que seront ces moyens en termes de budget et presque de liberté de ton sur la question, parce qu'en réalité, ce qui se joue plus que toute autre chose, c'est la capacité du politique à avoir un discours plus ou moins libre sur la question encore hautement inflammable en fait des cryptos, parce que à partir du moment où vous êtes capable publiquement d'assumer ce discours, on se souvient de Bruno Le Maire qui avait parlé de Blockchain Nation en 2018, mais qui assez vite avait dû un peu rétropédaler en disant on va faire des choses, mais on va attendre la loi Pacte. Et puis la loi Pacte avait déçu certains acteurs. On sait que c'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est aussi une question de libération de la parole. Et puis après, vous avez en fait les actes qui suivent tout naturellement. En Russie, les acteurs crypto et la communauté crypto avaient beaucoup d'espoir avec, en plus, cette guerre. Ils se disaient que la Russie deviendrait un pays particulièrement crypto-friendly. Et la Russie vient d'interdire les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ouais, alors, ce qui est très intéressant, et vraiment c'est ce qu'on a vécu pendant 3 mois avec la Russie, c'est que et plutôt avec le conflit en Ukraine et donc les sanctions contre la Russie, on a beaucoup parlé du Bitcoin, des crypto-monnaies comme un moyen justement pour la Russie d'échapper aux sanctions. Et en réalité, on se rend bien compte avec ce qui vient d'être signé. Donc c'était un texte du Parlement russe qui a été signé par Vladimir Poutine, qui grosso modo, considère que les crypto-monnaies ne peuvent pas être un moyen de paiement dans le pays, mais en même temps, ça n'a jamais été vraiment promu par Moscou et le Kremlin. En réalité, ce qui les intéresse, eux, c'est d'offrir un cadre qui soit plutôt favorable en fait à tout ce qui est achat, vente de crypto-monnaies. Moyen de paiement, c'est encore quelque chose d'autre. Les Russes veulent garder le rouble. Vladimir Poutine ne compte pas s'en séparer. Et à la limite, et ça on en a parlé ces dernières semaines, pour la Russie, effectivement, utiliser le Bitcoin comme un moyen de règlements internationaux avec des pays tiers, on imagine la Chine, des pays du Moyen-Orient, des pays d'Asie mineure, pour éviter d'utiliser le dollar et contourner les sanctions, ça peut avoir du sens. Mais effectivement, pour le coup, c'est une information, mais qui n'en était pas vraiment une par rapport à ce qui s'est dit ces dernières semaines. Et en fait, c'est une clarification entre, les cryptos ne seront pas un moyen de paiement en Russie. Par contre, ils n'écartent pas les crypto-monnaies du pays. On va continuer de suivre ça de près. Et on le disait, beaucoup d'événements cette semaine dans la communauté, dans l'univers crypto. Let's CC, c'est ça, cet événement à Paris dans les prochains jours qui va rassembler la communauté fan d'Ethereum, dont vous ne faites pas partie complètement, Sébastien. On est là. Non, pas du tout. Vous êtes plutôt Bitcoiner que Ethereum, vous. C'est certainement une question de méconnaissance. C'est un écosystème dont je ne suis pas spécialiste. Vous n'irez pas à Let's CC? Du tout. Ah bon? Vous pourriez justement pour apprendre. Non, mais c'est pas grave. Non. Vous savez, d'avoir une maîtrise du Bitcoin, c'est déjà un boulot. C'est une occupation à plein temps. Ouais, je confirme. On lit d'ailleurs beaucoup de choses sur la chute des cours du Bitcoin et leur impact sur les mineurs, sur le mining. Depuis la chute des cours, des mineurs seraient contraints de vendre leurs Bitcoins, ce qui entretiendrait du coup une forme de cercle vicieux, entretiendrait un cercle à la baisse sur le Bitcoin. On parle de capitulation même des mineurs face à la baisse des cours. Est-ce que vous l'observez sur le marché, ça, Sébastien? Ce que j'observe, c'est effectivement une recrudescence des articles de la presse économique et financière au sujet du mining. Alors déjà, quand la presse économique et financière parle de Bitcoin, il y a de quoi sourire très souvent. Alors quand ils s'aventurent dans le mining, là, j'ai l'impression de lire des articles en espéranto. Je vois des mots que je connais, mais le sens global, je l'ai complètement perdu. Alors je fais référence notamment, on n'avait pas prévu en préparant l'émission, mais il y a un article qui est paru il y a 5 jours là, par Bloomberg, et qui a été repris pas mal dans tous les médias, dans beaucoup de médias, et qui cite une étude de JP Morgan. Alors JP Morgan, on connaît l'historique de JP Morgan et du Bitcoin. On sait que Jamie Dimon avait dit que Bitcoin était une fraude. On peut imaginer que c'est pas des grands spécialistes, les analystes de chez JP Morgan du mining. Et effectivement, alors
j'ai pas pu voir l'étude. Vous allez vous taper JP Morgan, je sais. Vous avez envie de vous les... Là, alors, Voilà. j'ai pas lu l'étude. Peut-être qu'elle est bien, Oui. mais Bloomberg ne diffuse pas le lien de l'étude et je l'ai pas trouvé sur Internet. J'ai trouvé que cet article de Bloomberg Oui. et tous les ressucés de cet article. Donc, en gros, l'étude dit que le prix d'extraction du Bitcoin est passé de fin juin de 23 000 $ à 12 000 $ là ces jours-ci. Donc, en quelques 15 jours ou 3 semaines. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent ce prix de 23 000 $. Nous, on était déjà à 12 000 $ en coût d'extraction au mois de mars. Donc, je ne sais pas d'où ils sortent ce chiffre de leur chapeau. Mais en tous les cas, ce qu'on pourrait comprendre de ça, si vraiment leur analyse les amène à avoir un chiffre de 23 000 qui est descendu à 12 000, ils expliquent que les mineurs, pour en arriver là, ont optimisé leurs fermes, leurs mines, et donc on fait des gros efforts de rationalisation des coûts pour arriver à ça. Le seul coût sur lequel on peut jouer, c'est l'électricité. Donc, ou ils ont fait baisser leur prix d'électricité, ou ils en consomment moins. Donc, JP Morgan conclut qu'ils en consomment moins, du fait de l'amélioration de l'efficacité de leur ferme. Donc, effectivement, on en consomme moins. Ce qui pourrait déduire de ça, c'est que c'est génial, cette catastrophe écologique qu'on annonce partout vient d'être divisée par deux. Oui. Il y aurait de quoi faire un article de presse, mais non, eux, ce qu'ils voient, c'est que beaucoup de spécialistes du marché estiment que ce coût d'extraction de Bitcoin détermine le prix plancher du Bitcoin. Donc, comme là, il vient de passer de 23 000 à 12 000, attention, le Bitcoin va descendre à 12 000. C'est la logique. Et ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Le prix d'extraction du Bitcoin, d'abord, il est très différent d'un mineur à l'autre. C'est très difficile de déterminer un prix. Oui. La preuve en est, JP Morgan parle de 23 000 $ fin juin. Nous, on était à 12 000. Donc, c'est pas simple de déterminer. Il n'y a pas de livre ouvert. On peut pas avoir accès au prix de chaque mineur. Non, mais admettons qu'il y ait une moyenne et que cette moyenne soit effectivement à 12-13 000 comme il l'annonce aujourd'hui. Ça détermine pas du tout le bottom. Ça détermine pas le prix minimum auquel le Bitcoin va descendre. Il peut tout à fait descendre à 2000 la semaine prochaine, et en ayant un coût de revient à 13 000, ça fera juste que des mineurs continueront à débrancher. On assistera à ce qu'on appelle une capitulation de certains mineurs. Ça ajustera la difficulté, et donc le coût d'extraction de Bitcoin descendra. C'est-à-dire qu'il peut... Oui, il y a moins de mineurs, donc moins de concurrence, donc un coût d'extraction qui va baisser. Exactement. En tout cas, je sais bien qu'on aime bien se rassurer en se disant, voilà le coût d'extraction du Bitcoin, le Bitcoin ne descendra pas en dessous, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça a eu marché comme ça au tout début, parce que les mineurs représentaient une grosse partie du stock de Bitcoin, c'était une baleine, le mineur, et il en produisait beaucoup. Aujourd'hui, on ne produit que l'équivalent de 6,5 milliards $ par an de Bitcoin nouvellement minés, sur un marché qui représente 156 000 milliards d'échanges en 2021. Donc c'est une goutte d'eau que les mineurs vendent leur Bitcoin ou ne les vendent pas, au compte-gouttes ou tout d'un coup. Ça change rien au marché, ça change rien au prix, ça ne fait pas le prix. Contrairement à il y a quelques années. Contrairement, effectivement, en 2011 ou 2012 ou 2013, où là, effectivement, on minait 50 bitcoins toutes les minutes, on en mine plus que 6,25, donc ça a tout changé, bien sûr. J'ai juste une question, Sébastien, justement, sur ces bitcoins nouvellement donc minés. Est-ce que JP Morgan ne prend pas en compte tous ceux qui ont déjà été minés, qui potentiellement, donc avec la chute des cours, seraient revendus, ce qui fait que finalement on n'est pas sur des volumes de 6 milliards, mais peut-être beaucoup plus importants. Sur les réserves, ils n'ont pas cumulé. Là, en l'occurrence, ils évoquent les problématiques des mineurs américains, parce que c'est ceux qui communiquent. Hein, c'est des boîtes cotées, donc on sait l'évolution de leur chiffre d'affaires. Vive la bourse. C'est des boîtes récentes, donc elles n'ont pas 10 ans de stock de Bitcoin. Hein. Donc là, on a entendu parler de 4 000 Bitcoins vendus, 4 700 Bitcoins vendus. Ça reste des gouttes d'eau par rapport au volume global du marché. Rien que sur un exchange comme Binance, par jour, il y a 100 fois ce volume-là. Donc c'est insignifiant. C'est insignifiant et on continue de se fixer là-dessus, mais ça n'a plus aucun sens. Les mineurs sont minoritaires désormais sur le marché. Voilà. Les mineurs portent bien leur nom. Les mineurs ne font pas la loi. Doublement bien leur nom. Ils font pas la loi. Ok. Néanmoins, la baisse des cours du Bitcoin, est-ce qu'elle impacte vous, mineurs, avec Big Block Green Services? Est-ce que cette baisse des cours impacte votre business malgré tout? Ah bah énormément, énormément dans le sens où. Nous, on est en pleine levée de fonds. On est en train de clôturer. Là, on lève les fonds cette semaine. Là, ça fait presque 6 mois qu'on est sur le dossier. On a pris du retard. Et le retard nous amène à lever les fonds à un bon moment. À un moment où on va pouvoir créer des fermes avec le même montant, beaucoup plus de matériel que ce qu'on avait envisagé. Mais en revanche, on perd des clients au passage parce qu'on avait de gros acteurs qui devaient rentrer avec nous, qui devaient participer à la levée de fonds. Participer à la levée de fonds, notamment 2 exchanges très connus. Et bon, aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupations financières que d'investir dans le mining. Donc, on a perdu quelques gros, mais on a gardé l'essentiel
potentiels des clients qui s'étaient déclarés vouloir investir avec nous, parce qu'ils réalisent l'opportunité que c'est. Aujourd'hui, un conteneur de mining coûte presque 3 fois moins cher qu'il y a 3 mois. Ok. Donc, ça va entraîner quand même un ralentissement de vos projets ou pas tant que ça? Non, on ralentit pas les projets. Ils risquent d'être moins importants en volume parce qu'on va lever moins que ce qu'on avait pu envisager. Mais comme on peut acheter beaucoup plus de matériel avec cette même somme, au bout du bout, on devrait être occupé à peu près pareil dans les 6 prochains mois. On a aussi cette canicule, l'effet météo sur la production de Bitcoin et sur le minage. Canicule en Europe de l'Ouest, spectaculaire en ce moment. On a eu aussi, je ne sais pas si elle se poursuit, cette canicule au Texas aussi, et on sait le poids du Texas dans le mining. La canicule au Texas a apparemment pas mal ralenti justement la production de Bitcoin en provenance de cet État américain. Est-ce que c'est encore le cas et est-ce que pour le coup ça pourrait avoir un impact sur les cours du Bitcoin si ces canicules venaient à se répéter, puisqu'on a besoin d'énergie et les conditions dans lesquelles on produit dépendent aussi de la météo? Sébastien. Alors, je connais pas hyper bien le marché texan. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait des incendies sur les productions de gaz et que du coup, ils avaient demandé aux mineurs d'arrêter. Quelles que soient les raisons, en tout cas, il y a une demande très forte sur le réseau. Les mineurs texans sont sur le réseau. Ça, c'est ce que ça indique. Et ils servent de variable d'ajustement. C'est une clause d'effacement que nous, on intègre dans tous nos contrats. Je dirais même que la charte qu'on avait écrite pour le gouvernement du Salvador comprenait cette clause-là, une clause d'effacement. C'est-à-dire que pour nous, l'idéal, le mineur ne doit pas être sur le réseau. Il doit être sur des centrales et avec de l'électricité qui ne peut pas être injectée sur le réseau, il n'y a pas la demande. Mais si c'est de l'électricité qui peut être en concurrence avec la population et l'industrie traditionnelle, il faut que le mineur soit en capacité de couper à tout moment quand l'électricien lui demande. Et l'électricien, c'est très bien où sont les mineurs, c'est des gros consommateurs d'électricité. Donc que le mineur ait une clause d'effacement et qu'il soit systématiquement coupé par l'électricien en cas de très forte demande du grid, c'est systématique. Donc ça a tendance à montrer que toutes les légendes qu'on a voulu nous raconter, comme quoi les mineurs créaient des coupures d'électricité dans les pays, ça n'a pas de sens, parce que l'électricien a juste à le couper. Il est très visible, le mineur. Oui, et il n'est pas prioritaire parmi les clients. Il ne doit pas être prioritaire, non, bien sûr. D'accord. Le Texas, c'est 11% du hash rate de Bitcoin, quand même. 11%. Ça risque de pas durer. Pourquoi ? À cause de la canicule ou pour des raisons plus fondamentales et structurées ? Pour des raisons fondamentales, parce qu'ils sont essentiellement sur du gaz et que le prix du gaz finira par augmenter également au Texas, j'imagine. Voilà, il y a différentes raisons qui font que... Ouais. Là, aujourd'hui, on le voit, ils sont en difficulté, ils sont obligés de revendre tous leurs bitcoins à vil prix. Ils ont étudié le mining comme des Américains. C'est-à-dire qu'ils ont été en capacité de lever énormément d'argent sans réfléchir à où ils allaient. Et donc, aujourd'hui, ils ont des échéances, on le voit, on entend parler de mineurs qui sont en difficulté. C'est parce qu'ils ont des échéances de prêt. Et ils ont emprunté pour créer leur ferme. Ce qui est inimaginable. Chez nous, on a déjà du mal à ouvrir un compte en banque, à le garder. Alors, imaginez demander des dizaines de millions d'euros à notre banque, on ne serait pas suivi. Donc, c'est un mal pour un bien, en fait. Que les banques européennes et françaises ne suivent pas les mineurs dans ces projets d'achat à crédit. Pour moi, c'est une catastrophe. On ne doit pas faire ça. Donc je pense que le mining texan n'aura peut-être plus cette... En Europe, on a aussi une canicule. Pour le coup, ça n'a aucun impact sur le minage, puisqu'il n'y a pas de mineurs en Europe. Alors, tout le mining français s'est arrêté, mais il y a des années. Bon, et sur la suite, puisqu'on parle de forte chaleur, l'hiver crypto, ok, la température remonte sur Bitcoin, on est à plus de 22 000 $ aujourd'hui, ça remonte un peu, mais enfin on est quand même dans cet hiver crypto. Est-ce qu'à votre avis, les astres, les planètes sont alignés pour une poursuite de l'hiver crypto, ou au contraire, vous voyez les signes d'un printemps à venir là ? Alors, on me demande jamais ça, parce que moi je suis pas analyste. Moi j'ai une vision sur le long terme du Bitcoin. Et effectivement, quand je vois les analystes dire on voit pas de matière pour une reprise franche, il faudrait que ça passe la barre des 23 500. C'est une analyse de courbe. Moi, ce que je vois, c'est l'évolution du monde et l'évolution de la proposition de valeur de Bitcoin. Moi, quand je me suis intéressé à Bitcoin, j'ai déterminé que c'était... j'ai compris comme ça, mais plein de Bitcoiners pareil, que c'était une alternative au système monétaire et financier actuel qui marchait pas bien en 2009-2010, quand les gens ont découvert Bitcoin. On avait de gros doutes sur la viabilité du système. Sur la viabilité du système. Ouais. Et aujourd'hui, il s'avère que ça va pas tellement mieux par rapport à 2009. On entendait parler de fuite devant la monnaie quand j'ai commencé dans le Bitcoin, moi au Zimbabwe, puis après au Venezuela. Mais aujourd'hui, on entend parler de ça partout, quoi. Au Sri Lanka, au Pérou en ce moment. Ah oui, dans les émergents, il y a un mouvement là. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Liban. J'entendais là le responsable
un responsable de l'ONU dire qu'il fallait s'attendre dans les 18 mois à venir à d'énormes crises dans tous les pays émergents, effectivement en Afrique, en Asie du Sud-Est. Donc la confiance vis-à-vis du système continue à s'effriter. Et donc ce fondamental-là, Bitcoin l'a toujours. Donc pour moi, le cours est appelé à monter, je ne sais pas quand, mais tout est là pour que ça prenne de la valeur. Difficulté des émergents avec la crise alimentaire, bien sûr, le dollar qui a beaucoup monté, qui aggrave l'endettement de ces pays en dollars. Hein. La plupart des pays émergents ont une dette en dollars, et donc cette remontée du dollar et des taux d'intérêt aussi, la Réserve fédérale américaine aggrave les choses. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto chaque jour. Raphaël Bloch, The Big Whale, cofondateur et rédacteur en chef, qui a une grosse semaine, hein, Raphaël, beaucoup d'événements à Paris cette semaine encore. Sébastien Gouspillou, spécialiste du minage, on l'a compris, et cofondateur de Big Block Green Services. Salut Sébastien. Merci Guillaume. Bon retour dans la fournaise nantaise. Vincent Bois nous accompagnait aussi depuis IG.